les partenariats qui sont gérés avec cette réserve. Et je vous invite à profiter pleinement de cette visite au musée et sur les terrains et sur les sites également, et à poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Surtout, n'hésitez pas. D'accord? Je voulais juste introduire cette journée. Je laisse la parole à Yves qui va vous expliquer tout ça très bien. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, je me présente, donc Yves Gilly, je suis conservateur de la réserve depuis 1994. Donc voilà, donc sur le contexte, bon, mon président était présent hier à l'ouverture, mais il n'a pas eu le temps de vous présenter un peu comment le fonctionnement. Donc c'est une réserve naturelle nationale qui en fait a été la première à s'appeler géologique, donc dans la loi de protection de la nature, à protéger des roches et des fossiles dans le cadre de la loi qui a créé les réserves naturelles. Donc c'était une première en France. On s'est rendu compte en fait que non, qu'il y a une autre réserve en Bourgogne qui a été créée, mais qui ne porte pas le nom de géologie, mais qui a été créée. La justification, c'était de protéger un récif fossile en Bourgogne, la réserve du Bois du Parc. Voilà. Donc nous sommes la première, à 15 jours près, la suivante c'était l'île de Groix, à porter le nom de géologie. Voilà. Visite des stratotypes de la réserve de Soka, temps légèrement humide. Un jour, finalement, on s'est dit, bon, mais il faut quand même le montrer, etc. Et en fait, c'est très intéressant. Du coup, ça nous a permis de travailler avec d'autres disciplines. Puisque là, juste pour l'anecdote, en fait, on montrait 2 mètres carrés de ces petites stratifications en dans le sable qui sont à votre droite, là, qui est un peu plus marrant. Et on décrivait comme une zone de balancement de la mer, etc. Et puis un jour, un sédimentologue nouveau arrivant à Bordeaux a adhéré à l'association et a dit, oulala, mais ça il faut l'étudier, etc. Donc il a lancé un grand programme de stratigraphie séquentielle pour bien connaître les environnements, etc. Et on s'est rendu compte qu'un niveau qui faisait 400 mètres d'épaisseur. On n'a pas des moules comme ça aujourd'hui. Le même qu'on a vu tout à l'heure. La particularité, c'est qu'on en voit la surface de ce niveau 5 et elle est particulière parce qu'elle montre 2 types de trous. Alors on commence par les petites, vous avez ici des perforations de lithophage. Donc on a eu à l'époque une surface indurée en milieu marin. Donc on a parfois les petits, bon il y a des échantillons plus jolis à la maison de la réserve. Donc première chose. Deuxième chose, on a ces espèces de puits qui étaient très connus des amateurs locaux parce que remplis de fossiles marins. Voilà. Donc ça a été un des points du livre. On a fait le plus gros trou qu'on ait jamais fait sur la réserve, il est descendu à 30 mètres. L'idée c'était d'avoir en fait, Maillard avait décrit le stratotype vraiment le long d'un cours d'eau, donc sur des couches voilà, qui sont cachées un peu par la végétation, donc il y a quelques affleurements qui étaient connus de manière un peu sporadique. L'idée c'est d'avoir, de faire un peu de la géologie plus moderne, de faire un carotté pour avoir ça en continu et d'essayer de se valider d'eux, donc ce qui s'avère très intéressant. Donc voilà, donc du coup on a pu faire tout un tas d'analyses sur ce forage. Donc voilà. Et donc notamment, on a retrouvé le calcaire aussi en forage. Là, en gros, il y a 2,50 mètres d'écart d'altitude entre le calcaire lacustre là-bas et ici. Alors ça c'est pas encore bien étudié, là on bosse à faire de la sismique pour essayer de comprendre tout ça. Il y a 2 hypothèses. Soit la couche de calcaire faisait 4-5 mètres et elle est incisée, c'est-à-dire que ici on est plus bas dans la couche que là-bas, avec quelque chose en creux. Voilà. Donc en gros le calcaire penche comme ça, enfin coule, est creusé et incisé. Voilà. La deuxième hypothèse, c'est de la tectonique, c'est qu'il y ait une faille entre les deux. Il y a beaucoup de fossiles, mais il n'y a pas de. On n'a pas de trou. On va dire des fois, il disparaît, mais on a quand même un petit peu comme ça. Le burdigalien sous les parapluies. Donc voilà. Donc ici,
ici on a du burdigallien, donc tout à l'heure on a déjà vu 2 sites burdigallien, donc c'est du burdigallien équivalent au dépôt de sel de la bourrasse. Donc là-bas on était peut-être plutôt dans un golfe, dépôt sable vaseux, etc. Là on est plutôt sur le littoral. Alors attention aux figures sédimentaires qui sont au plus droit. L'étage au-dessus, on est 2 étages au-dessus. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait quand on prend la charte de variation des niveaux marins, il nous manque tous les plus hauts niveaux marins du tertiaire. C'est-à-dire que le burdigallien, la fin du burdigallien n'est pas présente, le languien qui montre des niveaux marins à plus 60, plus 70 n'est pas présent, et le séravalien qui montre des niveaux à plus 80 n'est pas présent non plus. Donc il y a 3 cycles sédimentaires dans le séravalien, et les 2 premiers ne sont pas là. Donc les dépôts qu'on a là, ça correspond à la fin du séravalien, quand on redescend à des niveaux marins plus comparable à ce qu'on avait à l'aquitanien. Donc à noter, c'est que accompagnant chaque grande transgression marine, on a toujours des éléments plus importants, notamment des galets. Donc on a un certain nombre de galets visibles à la base de la coupe. Donc on a une très belle collection de galets du séravalien à la réserve. Voilà, qui sont en fait des galets qui en fait reprennent des niveaux érodés des couches du dessous. Hein. Voilà. Donc une assez jolie faune de mollusques bivalves. Alors bizarrement, enfin pour des raisons chimiques, les gastéropodes sont tous dissous. Donc d'autres sites séravaliens du secteur comme la commune de Salles pas loin montrent une très belle faune de gastéropodes. Nous on a quelques moulages internes mais c'est tout. C'est-à-dire typique parce qu'on a 10 hectares, ce qui est peu pour les graves. On a 7 hectares de rouge et 3 hectares de blanc. Et je travaille avec mon fils, un demi-ouvrier, et quelquefois mes filles. Voilà. Donc là, bon, nous faisons du blanc, nous avons ramassé le blanc. Le blanc, je vous parle un peu de comment on fait du vin ou vous savez très bien? Bon, alors, le blanc, je vais me dépêcher parce que je ne vais pas vous faire un tour œnologique. Hein. Le blanc arrive dans le pressoir. Le pressoir a des disques ça tourne comme ça. Appuie le raisin. Le jus coule dans ce qu'on appelle la maie qui est là, et ça s'en va dans une cuve enterrée. On repompe le vin et on va le mettre dans une cuve. Enfin, le vin, non, le jus de raisin dans la cuve, et à partir de ce moment-là, on le fait partir en fermentation. Et que je vends beaucoup au restaurant parce que c'est un vin facile à boire. Voilà. Alors donc après, donc on le fait vieillir en barrique. Vous voulez que je vous parle des barriques un peu? Enfin, bon. Vous connaissez, vous savez, alors c'est du fût de chêne, elles font 225 litres, elles font 300 bouteilles, et l'élevage en barrique est quelque chose de très onéreux, d'abord parce qu'une barrique ça coûte très cher, et ensuite parce que ça demande beaucoup de travail. Alors ça demande beaucoup de travail parce qu'au début il faut houiller la juste en bas, là on a faut pas hésiter, récupérer avec les seaux et ensuite aller tamiser dans le petit ruisseau en bas. Donc l'idée, voilà c'est ça. Pardon. Là, ça là. Là on commence à avoir il faut ouvrir cette zone là. Oui, dans le gris là, voilà c'est ça. Et on commence à savoir les coquilles un petit peu plus importantes. Ah oui, ça ils ont commencé là-bas. Voilà les règles. La mer. Si vous voulez déjà aller tamiser ça, normalement il y en a là-bas. Voilà, c'est ça. Déjà, il faut regarder s'il n'y a pas les... C'est pas assez bas. Non, non, il faut creuser un peu plus. Il faut déblayer au fur et à mesure. Le pelle. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Oui, on va. Paul, tu peux essayer d'en récupérer un là-haut? Ouais, mais il y en a là aussi. Il y en a deux là. Il y en a deux là. Je peux en prendre un pour aller charger avec qui est tombé là-bas et après je reviens pour t'amuser là. Bien sûr. Faites attention en le chargeant, il est un peu fragile celui-là, mais bon, pas à top. Peut-être qu'il vaut mieux que je prenne le fou là.
Oui, vous lui chargez, vous voulez pas des montagnes parce que... Non, je pourrais pas porter. Bientôt enlever mon pantalon. Bon, tu fais filmer un petit... Là, Oh, voilà.